Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ahmed Izouaï, donc responsable du programme Entrepreneuriat pour tous de BPI France. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir. On va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin et donc on a énormément d'acteurs, quelques-uns, des hommes et des femmes qui vont venir parler avec nous des enjeux finalement de l'entrepreneuriat féminin, des solutions qui existent pour accompagner les femmes qui désirent entreprendre. Et pour justement réaliser ce webinaire, je suis très heureux de pouvoir tous vous accueillir. Déjà rappeler finalement que le programme Entrepreneuriat pour tous, c'est un programme qui vise à soutenir et développer les dynamiques entrepreneuriales des territoires prioritaires. Au sein de ces territoires, on se rend bien compte qu'on a lancé une étude avec le Lab et le Lab de BPI France et Terra Nova. On se rend bien compte que les femmes entrepreneurs sont généralement plus prudentes, mais leurs entreprises sont tout aussi pérennes. Si on regarde dans la masse des entrepreneurs, elles représentent moins du tiers des entrepreneurs des quartiers. Et on voit bien que sur les démarches entrepreneuriales, leur priorité reste avant tout d'assurer leur propre emploi. Elles mobilisent moins de moyens que leurs homologues masculins au démarrage et elles occupent souvent une position salariée à côté de leur activité entrepreneuriale. Une façon de sécuriser la démarche. Pourtant, on voit bien que lorsqu'on s'intéresse aux entreprises, sur leur façon de se pérenniser, on voit bien qu'elles sont tout autant pérennes que les entreprises qui ont été créées par des hommes. Elles affichent un taux de pérennité de 70% de survie à 3 ans. Donc aujourd'hui, on souhaite justement mobiliser des experts qui soit accompagnent, soit financent, en tout cas aident et soutiennent les femmes qui entreprennent pour pouvoir bénéficier de leur éclairage. On a Fabienne Kerzeo qui représente l'ADI, Hélène Formerie chez BPI France qui s'occupe du pôle financement de BPI France. Également Emma France qui déploie un programme avec HEC pour soutenir les femmes entrepreneurs. Nous avons également Henrifa Hassani qui sera avec nous parmi les participants. Malheureusement, elle ne pourra pas parler. Elle a été atteinte du Covid. Là, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Mais effectivement, elle va essayer de s'économiser, mais elle sera avec nous. Et également, nous avons un dernier participant qui représente la Fédération des Premières, qui a disparu et qui reviendra, je le présenterai dès qu'il est là. Pour l'instant, je vais vous présenter Fabienne Kerzeo en 2 mots. Fabienne, si tu pouvais expliquer un peu l'intervention de l'ADI, ce que vous faisiez et la manière dont vous appréhendez cette thématique. Merci Ahmed et bonjour à tous et toutes pour ce webinaire ô combien important puisqu'il parle de l'égalité entre femmes et hommes. Alors quelques mots sur l'ADI effectivement et sur notre action. Donc l'ADI est une structure associative nationale qui existe depuis 30 ans. Dont la mission, effectivement, c'est de financer, en tout cas, la croyance et ce qu'on défend, c'est l'accompagnement de tous. Et on est convaincu que chacun peut devenir entrepreneureux, à condition de bénéficier d'un accompagnement renforcé et d'un soutien technique et financier adapté à son activité indépendante. Voilà en quelques mots, puisque tu me demandais de résumer en quelques mots ce qu'elle a dit. On reviendra peut-être sur notre action plus précisément par la suite. Très bien. Grégory Fournier? Oui, bonjour à tous et merci à la BPI de nous avoir conviés à ce webinaire. Donc voilà, moi je représente la fédération Les Premières qui regroupe aujourd'hui 10 incubateurs en France, territoire ultramarin et à l'international. Et voilà, donc on a vocation en fin de compte à accompagner, coacher et former des femmes et des équipes mixtes à l'entrepreneuriat pour créer des projets innovants, créer de l'emploi et de l'impact sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Grégory. Et Hélène? Oui, bonjour à tous. Donc Hélène Formerie, donc je travaille au plus proche d'Ahmed, donc dans la direction de la création et de l'entrepreneuriat sur le financement des réseaux d'accompagnement. Et donc à ce titre, on a effectivement à cœur de pouvoir identifier justement les faiblesses de l'entrepreneuriat féminin et de trouver avec ces réseaux que l'on soutient les solutions pour permettre aux femmes qui souhaitent entreprendre d'avoir accès à la même offre et d'avoir des conditions identiques et peut-être un peu renforcées pour leur permettre d'entreprendre au mieux. Merci Hélène. Emma?
Bonjour à toutes et à tous. Donc Emma France, je suis en charge des programmes d'entrepreneuriat à impact à HEC depuis un peu plus de 2 ans et notamment du programme HEC Stand Up qui existe chez nous depuis 2012 et qui en fait a vraiment vocation à aider les femmes à se lancer, à oser entreprendre en prenant le moins de risques possible et en sautant cette première marche et en levant les freins. Donc, on fait une formation de 8 jours entièrement gratuite à l'entrepreneuriat qui est focalisée vraiment sur la porteuse de projet et qui doit l'aider le plus rapidement possible à trouver ses premiers clients et à transformer une idée en business. Et c'est une formation qu'on fait aujourd'hui partout en Île-de-France et depuis 1 an dans les DOM-TOM. Merci beaucoup, Emma. Déjà, en introduction, peut-être j'évoquais l'étude du Lab qui précisait que les femmes entrepreneuses étaient généralement beaucoup plus prudentes que les hommes. Est-ce que je vais essayer de mettre ça en écho avec la question du risque, peut-être la question du financement. Peut-être que Fabienne, tu veux réagir sur cet aspect-là? Alors effectivement, donc l'ADI partout en France, et donc on aide les entrepreneurs qui sont plutôt dans une situation éloignée de l'emploi. Notre cœur de métier, c'est aider les porteurs de projets qui ont une ambition et une envie de vivre de leur activité indépendante. Et on sait que c'est une tendance sociétale très installée, très forte, des gens, de plus en plus de gens, jeunes et moins jeunes, même si on sent que la jeune génération a encore plus d'appétit à l'indépendance. De plus en plus de gens veulent créer leur activité à partir de leur passion, à partir de leurs projets, leurs compétences techniques, leur parcours professionnel, et veulent travailler indépendamment pour avoir leur autonomie, vivre de leur passion, avoir une aventure personnelle et collective. Parmi ces entrepreneurs, effectivement, beaucoup sont des femmes. Donc, elle a dit, l'année dernière, nous avons soutenu un peu plus de 20 000 personnes. Parmi ces 20 000 personnes, 47% étaient des femmes. Donc, on a une activité très axée sur l'égalité de toute nature, hein, puisque notre mission, c'est d'aider les gens qui sont empêchés dans leur démarrage au regard de leur situation sociale, au regard de leur lieu d'habitation, au regard de leur parcours professionnel, et aussi au regard de leur genre. Et on sait effectivement, et tu le disais en introduction, que les femmes trouvent dans leur parcours de vie, mais de manière aussi très installée culturellement, en quelque sorte, hein, parce que ces freins, ils sont aussi culturels, ont plus de difficultés effectivement à passer le cap, alors qu'elles sont aussi nombreuses que les hommes à vouloir créer leur activité. Ça, tous les études démontrent que l'appétence à créer est aussi forte que chez les hommes que chez les femmes. Mais un certain nombre et on en parlera de ces freins, sont assez nombreux. Et elle a dit, on essaie effectivement de travailler de gommer ces freins, de mettre tout en œuvre pour que les femmes aient autant de chances que les hommes à créer. Et de fait, effectivement, 47% des créateurs sont des créatrices à l'ADI. Et elles ont effectivement le financement, c'est un élément très important effectivement pour sécuriser le parcours. Et c'est vrai qu'on y reviendra. Hein, moins de femmes que d'hommes. Elles sont encore moins nombreuses que les hommes à accéder au financement, et donc c'est important de leur donner ce droit-là. Donc, il y a un vrai sujet de faciliter l'accès à l'offre. Hélène, toi qui as une vision peut-être nationale et des outils qui sont mis en place pour encourager les femmes, tu peux dire un peu l'esprit qu'il y a derrière ces politiques publiques et la manière dont les écosystèmes essaient de se structurer pour faciliter l'entrepreneuriat féminin? Alors, effectivement, il y a des volontés publiques de pouvoir agir sur cet axe. On est notamment actuellement en échange avec plusieurs directions de l'État pour signer un nouvel accord cadre sur l'entrepreneuriat féminin, accord cadre qui donne les contours de l'ensemble des actions que l'on peut faire pendant 3 ans avec toutes les parties prenantes. Donc, toutes les parties prenantes, c'est bien évidemment les différents corps de l'État. C'est également les régions avec la déclinaison des plans d'action régionaux qui ont pu être signés dans plusieurs régions en France. Et puis, les réseaux d'accompagnement et autres collectivités. Et j'oublie très important les banques aussi, qu'il est absolument nécessaire d'associer et qui étaient déjà présentes dans les générations précédentes de cet accord cadre,
puisqu'on va le financer, on repart pour 3 ans suite à de nombreuses années d'existence en fait de cet accord. Cet accord, donc, il va donner des ambitions sur les actions qui sont nécessaires à renforcer et à mettre en œuvre pour justement lever ces freins dont Fabienne parlait. Donc il y a déjà ce constat qui est partagé, hein. Il y a eu une étude du CESE qui est sortie très récemment. Il y a une étude du ministère de l'égalité homme-femme qui doit sortir aussi prochainement, qui réaffirme que ces freins sont toujours là, qu'effectivement il y a une volonté forte des femmes de créer, mais qu'elles passent moins facilement à l'acte. Et il y a aussi un chiffre que moi un indicateur fort en fait, c'est que le nombre de femmes dirigeantes d'entreprises est assez important sur des toutes petites entreprises, mais il diminue de manière drastique au fur et à mesure que l'entreprise évolue dans sa taille. Notamment, le critère qui est principalement retenu, c'est le nombre de salariés. Et en fait, on a des caps comme ça, c'est-à-dire que déjà, le passage au premier emploi, c'est un vrai frein. Et plus on augmente dans le nombre de salariés, plus la part des femmes diminue pour arriver sur les entreprises du CAC 40 où on a très très peu de femmes en fait qui sont à la tête. Alors modulo tout ça, où il y a plutôt une bonne nouvelle là qui sort dans la presse, qui est de dire qu'en situation de crise, on fait appel aux femmes pour venir diriger les grosses entreprises et venir interagir en situation de crise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le voit aussi sur les gouvernements, hein, d'ailleurs, je ferme la parenthèse. Donc, déploiement de l'accord cadre avec l'ensemble des partenaires, voilà, pour affiner ces ambitions. Merci beaucoup Hélène. Donc si je comprends bien, donc il y a les écosystèmes au plus haut niveau, les acteurs publics, aussi les réseaux, en fait finalement s'associent pour proposer une palette de solutions pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Pour descendre par rapport à faire écho à ce que vous évoquiez, hein, il y a des solutions d'accompagnement, de financement. L'enjeu c'est de pouvoir qu'elles puissent accéder à l'ensemble de ces solutions. Peut-être que Grégory, tu peux nous dire un mot sur de façon très opérationnelle. Finalement, comment on peut les aider, qu'est-ce qui existe et peut-être, est-ce qu'il y a une spécificité finalement de l'accompagnement des femmes? Oui, alors c'est vrai que déjà la volonté institutionnelle d'appuyer sur ce développement-là est importante et permet aussi à tout l'écosystème de travailler de concert, de s'associer entre différentes associations, différentes structures, et ça c'est vraiment important, et je pense que c'est aussi ce qui fait que les chiffres en termes de création d'entreprises chez les femmes a augmenté depuis quelques années. Aujourd'hui, voilà, 38%, c'est un chiffre qui n'est pas encore suffisant, mais qui devient de plus en plus intéressant. C'est vrai que, alors nous, on va beaucoup accompagner ou coacher les femmes en fonction de différents niveaux d'approche de projet. On va déjà vraiment travailler sur cette sensibilisation au départ, sur cette capacité à oser entreprendre et à vouloir passer le cap aujourd'hui, parce que effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont cette envie-là, mais qui n'ont pas toujours encore l'acte qui va faire ce déclic-là. Alors ça, c'est aussi dû, et ça c'est important aussi, c'est parfois aussi à la méconnaissance de l'écosystème, de voir tous les réseaux d'accompagnement qui peuvent être présents, tous les acteurs qui peuvent un peu aussi les aider. Il y a souvent 3 personnes sur 4 qui ne sont pas au courant qu'il y a des structures qui peuvent les aider à monter leur projet. Donc ça, c'est une des premières choses qui est importante et qu'il faut continuer à œuvrer et continuer à communiquer dessus. Sur la spécificité, en fait, on s'aperçoit aussi que les femmes vont avoir plus de retenue, plus de freins, des croyances limitantes sur leur capacité, en fait. Voilà, le fameux syndrome de l'imposture, le fameux aussi est-ce que je vais être capable de… on en parle souvent avec des porteuses de projets ou des entrepreneurs qui en plus ont réussi derrière, mais se sont dit au début, je me sentais pas légitime, je me sentais pas capable de… Et ça, c'est un vrai travail qui est fait aussi là-dessus. Donc, dans les formations, voilà, nous, on a une seconde partie de formation qui est un Go. Le Go, c'est un peu en intégration. Donc, on va travailler sur toute la dynamique de compétences, que ce soit marketing, juridique, commercial, mais aussi sur toute la posture soft skill aussi, qui est intéressant parce que, en fait, on va donner ces clés aux femmes qui n'ont pas les mêmes problématiques
que les hommes quand ils vont aller chercher des financements ou quand ils vont devoir créer leur entreprise, en fait. Donc, on va vraiment répondre à cette spécificité par des experts formés aussi à ça. Et ça, je pense que c'est un peu la force de l'ensemble de tous les réseaux, hein. Justement, c'est de connaître le sujet et de pouvoir donner les clés. C'est pas la même vision, c'est pas les mêmes projets. On va travailler sur l'ambition aussi aujourd'hui. Les femmes vont être plus méfiantes sur la prise de risque financière. Il faut arriver justement à débloquer tout ça. Donc, on va travailler dessus. Merci beaucoup Grégory. Donc, alors si je comprends, ce qui peut exister, en fait, on essaye de travailler de façon opérationnelle sur des logiques de posture, avec tout ce que tu as évoqué comme les croyances limitantes, essayer de les inviter à avoir plus d'ambition, à faire tomber tous les freins qu'elles se posent elles-mêmes, mais aussi qui sont, j'imagine, finalement aussi des produits culturels, une production culturelle. Il y a aussi un autre sujet, c'est finalement être formé sur l'entrepreneuriat, à savoir un entrepreneur, c'est un commercial, c'est un communicant, enfin, c'est l'ensemble des aspects qui vont l'aider à réussir, à concrétiser son projet. Et ce qu'a évoqué aussi Fabienne et Hélène, c'est l'enjeu du financement. Est-ce que Emma, tu retrouves ces aspects et est-ce que tu pourrais présenter un peu la spécificité de votre accompagnement? Oui, tout à fait. Et effectivement, je rejoins pas mal Grégory, parce que nous, la première brique de la formation, elle est très tournée sur l'entrepreneuse. Et en fait, souvent, mettre en évidence, nous, on utilise pas mal d'outils au début pour mettre en évidence les compétences de l'entrepreneuse et arriver à dire, en fait, à aligner un projet d'entreprise sur finalement ce que j'aime faire, ce que je suis capable de faire et comment, à partir de cette idée-là qui me tient à cœur, je vais réussir à en faire quelque chose qui est viable économiquement. Et quand on arrive à… Pardon ? Pour revenir, être en écho avec ce que tu dis là, comment vous faites tomber justement ces croyances limitantes? Alors, nous, on s'appuie sur différentes choses. Je pense que la première brique qui est importante dans la formation, c'est que c'est une formation donc, de 8 jours, comme je disais, avec 35 participantes qui sont que des femmes. Et en fait, on va au plus proche des porteuses de projets. Donc, on essaye de mixer changer un petit peu nos localisations dans différents départements d'Île-de-France pour aller aussi sur des terrains qui sont les leurs. Donc, la dernière session qu'on a faite, par exemple, était à la mairie d'Argenteuil. Et donc, on était dans les locaux de la mairie, qui sont des lieux de passage où potentiellement les entrepreneuses ont l'habitude d'aller, et avec majoritairement des entrepreneuses du 95. Et on a ces 8 jours, un petit peu en format container, si on peut dire, qui nous permettent de créer une sorte d'espace sécurisant, d'espace où on peut se dire les choses, on peut exprimer ses doutes, et on peut aussi célébrer les victoires, célébrer les choses qui sont en fait et mettre en évidence, c'est beaucoup dans les processus de pédagogie et on va dire d'évolution des personnes par rapport à des compétences, le fait de conscientiser qu'on a des compétences, mettre le doigt dessus et qu'une communauté bienveillante autour puisse le dire également, mais c'est incroyable ce que tu as fait là, est-ce que tu t'en rends compte? Parce qu'on a beaucoup comme témoignages. Et d'ailleurs, j'ai vu une de nos participantes dans le chat, donc elle pourra peut-être témoigner également. C'est assez fort et cette communauté-là, elle vit sans nous. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, il y a un groupe WhatsApp qui se crée et la communauté continue à vivre après la formation. Et ça, c'est le premier apport très, très fort de cette formation un peu capsule. Et après, il y a aussi, on va dire, dans la partie blocage et frein, le financement, c'en est un, mais c'est vrai qu'en fait, ça va aussi avec tout un tas de choses où on se dit, c'est très compliqué d'être entrepreneur, il faut savoir ceci, il faut avoir fait une école de commerce, il faut avoir un background dans ça, il faut être expert de ci. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est non, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Si vous avez confiance en vous et que vous êtes capable d'inspirer confiance aux autres, déjà, on aura passé beaucoup d'étapes. Et après, effectivement, il y a des choses techniques. Notamment nous on travaille beaucoup sur vous avez une idée, c'est bien, mais qui sont les clients en face et sont-ils prêts à payer? Et ça, en fait, c'est ce qui nous permet, nous, ce qu'on dit de dérisquer un projet. C'est-à-dire, plutôt que de passer 2 ans à travailler sur une idée, parfois en s'endettant, en commençant à travailler sur le logo, la marque, le nom de domaine, à dépenser de l'argent à droite à gauche avec des personnes qui disent qu'ils vont faire des petites choses pour nous. On dit non, il faut être focalisé sur qui sont les clients, quels sont leurs besoins et comment on leur propose quelque chose qui crée de la valeur et qui sont prêts à acheter. Et là, déjà,
on va parler de premiers euros de chiffre d'affaires. Et donc, on peut avancer de façon sécurisée. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Donc, si je comprends bien, donc la première chose qu'on fait, c'est avant de rentrer dans le concret du projet, il y a un vrai sujet, c'est de créer cet environnement sécure, un safe space où elles peuvent, entre elles, finalement célébrer des victoires, valider aussi des compétences informelles dans la logique de oui, je peux, oui, c'est accessible et oui, je peux avoir de l'ambition. Et ensuite, on travaille dans le second temps sur le volet plus opérationnel de structuration du projet. Peut-être que Fabienne, toi qui connais bien justement les démarches d'accompagnement, tu peux illustrer, enfin rebondir sur ces aspects-là. Est-ce que ça fait écho à votre approche à la DI, par exemple? Effectivement, ce que dit Emma, sur le besoin d'avoir des lieux de discussion bienveillantes, c'est effectivement important parce que il faut projeter le fait que la représentation de la création aujourd'hui, elle est avant tout la représentation masculine. Les premières pages des magazines économiques, ce sont des hommes, à 95%. Donc en fait, imaginons l'inverse. Imaginons l'inverse que partout lorsqu'on parle de création, on voit que des femmes. Imaginez ça, messieurs les hommes, comment vous pourriez avoir cette envie de créer, de se dire c'est possible pour moi. En fait, hein, et les femmes se retrouvent là-dedans. À chaque fois qu'on parle de création, on voit un homme, alors quelquefois on voit une femme, mais toujours, lorsqu'il y a une femme sur un magazine en création, c'est toujours avec un homme. Hein, c'est très rare, sauf lorsqu'il y a des focus particuliers de la création par les femmes. Là, effectivement, on voit les femmes, mais lorsqu'on parle de création, on n'a jamais, quasiment jamais, que des femmes qui sont visibles sur les premières pages de couverture. Et ça se décline sur tous les supports. Donc, en fait, c'est très difficile pour une femme, du coup. Elle n'a pas de représentation. On ne lui permet pas d'être très jeune. Hein, on ne construit pas cette représentation de moi, femme, créatrice. Du coup, c'est très important d'avoir effectivement des lieux où les femmes peuvent se représenter, échanger, voir des pairs et se co-construire en disant bah oui, moi je peux le faire, puisqu'autour de moi, dans ces lieux bienveillants, d'autres femmes l'ont fait, elles me ressemblent, je leur ressemble et du coup c'est du possible. D'accord. C'est important. Et puis sur la partie financement, tu indiquais effectivement, comme ces représentations-là sont très peu visibles, alors ça joue aussi sur l'environnement. Et ça, je pense que ce qui est important, nos dispositifs, ils sont importants de construire autour de la femme son propre parcours. C'est aussi important de sensibiliser l'environnement. On ne sensibilisera pas les accompagnateurs et accompagnatrices. Donc, ces accompagnateurs et accompagnatrices ne seront pas les lunettes de l'égalité. On aura ce frein-là. C'est important aussi que lorsqu'on est financeur, là, on ait les codes qui comprennent comment on peut faire, quelle politique on peut mettre en place pour arriver à l'égalité d'accès au financement. Et c'est ce qu'on a mis en place à l'ADI, et ce qui nous permet effectivement d'avoir quasiment la parité parmi les créateurs et créatrices financés. D'accord, merci beaucoup Fabienne. Donc si je comprends bien, effectivement, il y a toute une chaîne d'accompagnement qui, en fait, si on veut accompagner des entrepreneurs, finalement, c'est des entrepreneurs comme les autres. Et donc, du coup, on va leur donner on va les aider, on va muscler l'aspect, la posture entrepreneuriale, les compétences de chef d'entrepreneur et de dirigeant, chef d'entreprise et de dirigeant, et l'accès au financement qui est crucial. Mais ce que je crois comprendre de nos échanges, c'est qu'en amont, il y a un vrai travail d'information et de travail sur les imaginaires, finalement, à savoir comment on déconstruit les imaginaires pour peut-être proposer des nouveaux récits qui sont déjà incarnés. Hein. Aujourd'hui, on devait avoir Henrifa Hassani, qui est une entrepreneuse et qui porte un projet aussi remarquable, qui est aussi… mais en fait, l'idée, je pense je crois comprendre, c'est qu'on a besoin de rôle modèles qui permettent d'incarner cette idée-là et qu'on puisse toucher du doigt l'idée que oui, c'est possible, oui, elles l'ont fait, pourquoi pas moi, etc. C'est bien ça. Hélène, tu parlais en introduction d'autres cas, tu faisais un pas de côté en parlant de politique ou de grands dirigeants qui étaient des grandes dirigeantes, et c'est peut-être ça que tu évoquais en introduction. Oui, à la marge. Mais non, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a un sujet sur lequel il est important qu'on travaille, c'est justement pour casser ces freins et limiter ces effets de bord, c'est le sujet de la formation de toutes les personnes qui vont être en accompagnement des créatrices.
Et alors, en accompagnement, donc il y a évidemment les réseaux d'accompagnement, mais qui sont quand même emparés du sujet depuis un certain temps. Et il y a également les banques. Et là, sur le sujet du financement, il est extrêmement important en fait que les banques puissent mettre en place des formations de leurs chargés de clientèle pour déjà prendre conscience des freins qu'ils posent eux-mêmes quand ils reçoivent une femme qui est créatrice, et qu'ensuite, ils puissent même aller au-delà, c'est-à-dire avoir conscience des propres freins qu'elle peut se poser pour l'amener justement à peut-être revoir l'ambition de son projet et considérer son projet comme n'importe quel projet plutôt qu'un projet d'une femme créatrice. Super. J'aime beaucoup ce que tu dis là parce que finalement, ça repositionne le problème. Déjà, ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème sociétal. Et donc, la solution, elle ne pourra être que systémique, d'une part. Et d'autre part, c'est comment on peut mettre en œuvre une approche inclusive si chacun des membres du système, des écosystèmes, prend conscience des biais cognitifs pour ne pas avoir des approches non discriminantes, finalement. C'est ça. Grégory, tu peux essayer de réagir là-dessus? Oui, excusez-moi, ça a coupé à un moment donné, donc j'ai un peu loupé une partie des… oui, c'est vrai que c'est plutôt culturel et ça, c'est important. Et c'est les mentalités qu'on doit arriver à changer par rapport à ça. On a encore des cas où une femme va aller voir un banquier pour avoir un financement et on va lui dire, mais est-ce que votre mari est au courant? Et ça, c'est des choses qui ne devraient pas exister et qui sont encore assez hallucinantes aujourd'hui et sur lesquelles on doit vraiment travailler là-dessus. D'accord. Donc, il y a un vrai sujet qui s'occupe aujourd'hui de cette logique de professionnalisation des acteurs, justement de cet écosystème de professionnels, de sensibilisation des acteurs, pour que finalement, on puisse aussi réinterroger nos pratiques. Oui, bah en fait, après, c'est un travail qui est fait par l'ensemble des structures qui travaillent sur le sujet, justement, de rendre ça plus normal, de faire venir des femmes aussi aux postes importants, que ce soit sur les financements, que ce soit dans les structures, qu'il y ait un travail qui soit fait aussi sur les rôles modèles. Ça, c'est un élément qui est primordial aujourd'hui pour un peu libérer la parole. La création, ce qu'on disait tout à l'heure, la création même des esprits de promotion de femmes qui travaillent sur des sujets entrepreneuriat, libère cette parole-là aussi et montre que ça fonctionne. Donc, je pense que c'est tout ce travail-là qui est fait aujourd'hui par l'ensemble des acteurs et qui doit être beaucoup plus poussé aujourd'hui encore par tout le monde, quoi. Est-ce que c'est une ambition, Hélène, que vous donnez au niveau de BPI France Création? Oui, complètement. En fait, je reprends les propos de Grégory et ce que je disais il y a un instant, c'est qu'effectivement, il y a… Bon, alors les premières, ça c'est certain, hein, puisque c'est un réseau tourné vers l'entrepreneuriat féminin, mais les réseaux d'accompagnement se sont d'une manière générale appropriés ce sujet, que ce soit la DIC, que ce soit France Active, Initiative France, voilà, il y a eu un travail par genre qui a été fait. Maintenant, il faut que cette approche, elle soit faite de manière beaucoup plus massive et que l'ensemble des structures accompagnantes soient formées à la différence du genre. Et donc, quand on dit l'ensemble des structures accompagnantes, c'est bien d'intégrer les banques, toutes les banques, parce qu'on a deux banques, la BNP et la Caisse d'épargne, qui étaient déjà signataires de l'accord 4 sur les générations précédentes, qui ont mis en place au niveau de leurs établissements ce genre de formation. Maintenant, il faut que ça soit fait partout et de manière massive, et c'est justement un des objectifs qui va être inscrit dans le nouvel accord cadre, et donc qui va être porté par BPI France et par l'État, et ensuite décliné au niveau de chacune des régions. On sait que la région Bretagne, par exemple, s'empare actuellement du sujet. La Normandie travaille aussi dessus. Donc, il faut que ça soit un effet de masse, en fait. Il faut que ça soit quelque chose qui soit fait sur tout le territoire, à tous les niveaux, pour que ensuite ce frein puisse enfin être gommé et qu'on en voit les résultats plus tardivement. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. Emma, tu as pu suivre les échanges, parce que j'ai vu que tu as été déconnectée un instant. Oui, j'ai été déconnectée, désolée. Non, j'ai entendu que tu parlais de formation, Ahmed, mais du coup, je n'ai pas entendu la question. Évoquer la question de la formation des acteurs et de tous les acteurs. Donc, effectivement, il y avait l'idée de comment on peut faire ça de façon massive, associer aussi les banques dans ces réflexions-là, et comment tous les professionnels qui sont au contact des entrepreneurs, tous les entrepreneurs, des hommes comme des femmes, soient sensibilisés à ces problématiques, avoir une approche différenciée, en fait, qui puisse tenir compte de la réalité des publics et surtout aussi, eux, interroger les biais discriminants qu'ils peuvent avoir. Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, dans la question de la formation
des personnes qui vont accompagner les entrepreneurs, ce qui est important d'avoir en tête et que nous on voit, alors dans HEC Stand-up, mais aussi dans plein d'autres formations, c'est que souvent on parle d'entrepreneur avec un grand E, comme s'il y avait un seul profil type d'entrepreneur. On a tendance à assimiler un peu le côté start-up, entrepreneur, levée de fonds. Or, il y a plein de façons d'être entrepreneur et il y a presque autant de façons d'être entrepreneur qu'il y a d'entrepreneurs. On peut décider d'être entrepreneur et en fait de pas travailler comme un malade, d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. On peut décider d'être entrepreneur avec un side business, c'est-à-dire de travailler à côté et en fait de créer un revenu complémentaire. Et le statut micro-entrepreneur, typiquement, le permet. Donc, on a une chance en France qui est exceptionnelle à ce niveau-là. Et il y a plein de typologies d'entrepreneuriat. Et c'est vrai que pour la question spécifique des femmes, nous, on voit, il y a parfois des projets, sur le papier, c'est hyper prometteur, mais derrière, il y a les situations personnelles, familiales. Et typiquement, la réalité, c'est que si dans la famille ou dans la communauté, il y a un besoin d'appui, souvent, des femmes sont plus susceptibles d'arrêter ou de mettre en pause un projet. D'accord. Parce qu'il faut s'occuper d'un parent malade, il faut s'occuper des enfants, il y a un divorce. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui vont peut-être pas freiner les entrepreneurs masculins, mais qui sont vraiment des causes de « Ok, en fait, j'ai plusieurs choses dans ma vie en tant qu'entrepreneuse et parfois, il faut reprioriser et le projet entrepreneurial n'est pas la priorité à un instant T. » Et je pense que si on a des personnes qui sont capables d'entendre ça et de l'accompagner aussi. Nous, on travaille aussi parfois avec, comme je vous disais, les mairies, mais également, on a des partenaires qui nous ont approchés plus sur la partie action sociale. En fait, si on est capable de prendre l'entrepreneur dans l'intégralité de qui il est et pas seulement comme je porte un projet et ça va se concrétiser en euros derrière, mais comme vraiment une personne à part entière avec un parcours et parfois des difficultés de parcours, on peut faire des choses beaucoup plus adaptatives et riches, je pense. Et qui peuvent, je finis juste sur ça, qui peuvent aussi être très bénéfiques pour plein d'autres entrepreneurs qui font les choses un peu comme ça et qui ne se sont pas forcément posé la question de qui je suis dans le bazar de l'entrepreneuriat derrière le projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc effectivement, cette approche inclusive et non discriminante, elle va s'appuyer sur une appréhension aussi 360 degrés finalement du profil. Il y a une chose, on focus beaucoup là sur, je dirais finalement, l'étape de création et tout ce qui est nécessaire, je dirais, pour se lancer en créant les conditions pour pérenniser son projet entrepreneurial. Mais est-ce que ça signifie que dès que les entreprises des femmes sont lancées, j'ai vu tout à l'heure, j'ai expliqué que finalement, elles sont autant performantes que les hommes dès qu'on s'intéresse à des boîtes qui ont 3 ans ou plus. Est-ce que les problèmes tombent? Il n'y a plus de problème de l'entrepreneuriat féminin dès que les boîtes sont dans des perspectives de développement ou pas? Peut-être que Fabienne? Oui, effectivement, on a parlé des freins à la création, mais il y a aussi des freins au développement et à la pérennité, en fait. Ce qu'on peut retrouver, en fait, c'est que, et les études le montrent, c'est que on a un plafond de verre. Alors, on a 2 plafonds de verre. On a un plafond de verre sur le nombre de créatrices versus créateurs. Depuis, les chiffres augmentent, mais quand même, on a du mal à aller au-delà depuis quelques années, des 38. Alors, tout dépend ce qu'on regarde, mais en gros, entre 33 et 38% des créateurs qui sont des créatrices. On a du mal à aller au-delà. Donc, il y a un plafond de verre sur le nombre et il y a un plafond de verre aussi sur la dimension des entreprises. En même temps, il faut, on le dit, l'entrepreneuriat est varié, il faut accepter, il y a des entrepreneurs masculins, féminins qui veulent créer leur propre emploi et effectivement avoir de la régulation de temps de vie adaptée, et puis il y a d'autres qui ont des ambitions de croissance d'activité. En fait, il faut qu'on permette aussi aux femmes d'assumer cette croissance d'activité. Et on voit que le plafond de verre, il est aussi là. La plupart des femmes qui créent se mettent des freins à l'ambition de devenir à un moment donné employeur, de déplacer des plafonds, de passer. Et donc, il faut, pour celles qui le veulent, et il faut qu'on leur donne l'écosystème qui soit favorable à ça. Et pour ça, il y a différentes choses. Ce qu'on remarque, nous, et donc on est en train de travailler, on travaille activement à l'ADI comme d'autres réseaux sur le sujet, de mettre les femmes en réseau, en fait. On voit que après la création,
beaucoup de femmes se retrouvent isolées, sont peu dans les réseaux dits mix. Alors, c'est mix, mais quand on voit la mixité, c'est 80% ou 90% d'hommes. Hein, donc, ils ne sont pas très mix, les réseaux, à vrai dire. Et donc, c'est difficile, lorsqu'on est très minoritaire, de faire encore cet effort d'aller dans les réseaux. Donc, c'est important de créer des réseaux féminins, et il y en a un grand nombre qui, à côté des réseaux mix, mais d'avoir aussi des lieux bienveillants, parce que dans ces réseaux-là, on fait du business. Ça fait du bien de se voir, ne serait-ce que ça fait du bien, mais c'est aussi bon pour le business, parce qu'on sait très bien que dans une grande partie du business aujourd'hui, ça passe par le réseau. Exactement, tout à fait. Et les femmes le font trop peu. Et quand elles commencent, elles se disent « Ah oui, c'est intéressant, j'osais pas, je pensais que j'avais pas le temps, j'avais toujours une contrainte familiale. » Il faut leur laisser la possibilité de le faire, c'est essentiel pour qu'elles augmentent leur activité. Donc, c'est très important. Et puis, c'est important de questionner l'environnement. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir un environnement familial favorable à la création. Et puis, lorsque les aléas arrivent, et la crise est un aléa majeur, et ben, entre guillemets, les réflexes patriarcaux, si on peut les appeler comme ça, reviennent au galop. D'accord. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est effectivement que, comme d'autres réseaux l'ont remarqué, durant la crise du premier confinement, et malheureusement, là, ça redémarre, et ben, les femmes, alors un peu moins, puisque les enfants sont à l'école, et ça, c'est très bien pour l'égalité femmes-hommes. Et on a vu que sur le premier confinement, la femme, elle était plutôt dans le bureau, dans la cuisine pour travailler. Monsieur avait plutôt son bureau. Quand il s'agissait de faire le repas, c'était madame qui était au fourneau. Voilà. Il faut faire attention effectivement dans ces moments d'aléas. Il faut vraiment veiller, guetter à ce que l'égalité ne soit pas gommée lorsque ces difficultés environnementales surviennent. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, si je comprends bien, il y a effectivement il y a ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il y a aussi la dimension des imaginaires qui va permettre finalement de passer les étapes, et surtout que ces imaginaires se traduisent de façon matérielle, de façon concrète. C'est-à-dire, il faut pouvoir créer des conditions matérielles pour que les femmes puissent, elles aussi, se développer. Je lisais dans le fil, il y avait parlé de mode de garde, on parlait également finalement, quand tu parles de réseau de pairs, de rencontres, il y a des questions d'horaire, il y a des questions, enfin voilà. Alors que si ces conditions matérielles sont pensées uniquement par des hommes, ils ne seront jamais inclusifs, en fait. Je crois que c'est un peu ça qu'on entend. Grégory, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi qui j'imagine, est au fait de ces réflexions? Alors, effectivement, juste pour rajouter par rapport à ça, en fait, quand on parle de développement et des difficultés de développement, il faut peut-être revenir aussi un tout petit peu à la source de départ, c'est que aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de projets d'entrepreneuriat qui sont faits seuls, et la base, parfois, va manquer un petit peu d'ambition. C'est pour ça qu'effectivement, il existe différents types d'entrepreneurs, mais là aussi, on doit beaucoup œuvrer, c'est sur cet accompagnement-là, parce qu'on voit les chiffres au bout de 3 ans, en fait, d'une entreprise qui est accompagnée par mentor, structure, réseau d'accompagnement, un taux de pérennité qui arrive à 80-85%, alors qu'il n'est même pas à 50% quand on n'est pas accompagné. Il y a un sujet aussi, c'est vrai, c'est que les femmes en fait qui créent leur entreprise, il y a à peu près les 2/3 qui gagnent moins de 1 500 € en fait, au départ. Et ça, je pense que c'est un vrai frein aussi. Et c'est ce travail-là qui doit être fait pour que derrière, dans le développement, en fin de compte, on ait plus ces difficultés parce que le financement au départ est trop fragile et trop juste, entre guillemets, en fait. Et donc, c'est vrai que ce sujet-là est hyper important. Et je pense qu'aussi, la femme, elle va avoir l'intérêt de vraiment tout vouloir maîtriser, en fait, par rapport à un homme, avant de vouloir vraiment se lancer. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive un peu à passer outre, entre guillemets, pour pouvoir réussir ce côté développement. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. C'est aussi ça, je pense là-dessus. Et c'est donner plus d'ambition, plus de réseau au départ, ce qui fait qu'avec des bases beaucoup plus solides et pas simplement du financement sur le prêt, sur du financement personnel au départ, mais en allant chercher un peu des fonds à côté, en s'associant. J'ai vu des questions sur ça aussi. Il y a des vrais sujets d'association par rapport à ça, vont permettre d'avoir un développement qui va être plus efficace sur du moyen et du long terme. Bien, merci beaucoup, Grégory. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions des participants. Donc, on a une première question de Tamia Mori. Merci beaucoup, Tamia. Qui s'adressait à toi, Fabienne, à savoir, en fait, vous disiez donc que les femmes sont moins nombreuses à accéder à l'aide. Elle se pose la question si c'est en nombre ou c'est bien en proportion.
Alors, c'est les deux. Alors, je ne sais pas, c'est en même temps valeur absolue, c'est-à-dire sur 100 personnes qui créent, il y a moins de femmes à passer le cap de la création. Et D'accord. parmi elles, il y a moins de femmes, elles sont moins nombreuses encore à bénéficier du financement. Et le financement, c'est une sécurisation de parcours. Alors, il y a deux choses. Il y a l'environnement, on le disait, hein, pour être tout à fait exhaustif, il y a l'environnement, on parlait de tous ces freins, effectivement, cette culture d'égalité qui n'est pas encore installée dans notre, loin s'en fout, hein, dans notre société. Et puis, il y a le frein de la femme à l'emprunt. En fait, hein. La femme, on sait bien, elles sont encore dans ces schémas de porter le budget, porter la charge familiale, et elles ont plus que les hommes un frein à l'emprunt. Et pourtant, l'emprunt, c'est crucial pour ouvrir l'avenir. Voilà. Donc, en fait, voilà, le financement, il sécurise une démarche. Il n'est pas suffisant, bien sûr, il y a d'autres choses à apporter, mais il est… C'est un gage de pérennité. En tout cas, ça va aider à la pérennité du projet. Sophie Charconnet évoquait parmi les solutions, je vais peut-être me tourner vers Hélène, l'accès aux locaux. Comment on peut faciliter l'accès aux locaux, par exemple les locaux vacants dans les villes, ceux qui sont depuis des années. Est-ce qu'il y a des leviers, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en œuvre pour faciliter ça? Est-ce que c'est un sujet qui est dans le scope ou non? Alors ça, je pense que en fait c'est un sujet qui est plus large que l'entrepreneuriat féminin et qui est effectivement porté par la politique de la Caisse des dépôts sur les actions cœur de ville, où effectivement le sujet des locaux et des locaux en centre-ville est porté pour pouvoir solutionner l'accès à ces locaux en termes de création d'entreprise. Nous, ce qu'on porte comme vision chez BPI France sur l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'il existe des offres qui sont mixtes, qui ne sont pas genrées en fait, pour venir aider et soutenir la création d'entreprises. Et ensuite, c'est de regarder sur ces offres, il y a un défaut pour l'accès aux femmes ou il y a quelque chose de justifié pour l'accès aux femmes. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Aujourd'hui, le sujet des locaux pour les centres-villes, déjà, c'est un sujet en tant que tel qui pose problème sur l'entrepreneuriat au sens large. Si les solutions qui sont posées ne permettent pas l'accès aux femmes, à ce moment-là, effectivement, il faut trouver une solution. Mais aujourd'hui, on est vraiment au point de départ là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Une autre question qu'on a un petit peu traitée durant l'échange, c'est finalement s'il y avait des étapes qui étaient plus critiques, dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des différences, effectivement, qu'on a identifiées au niveau de la création? Est-ce qu'il y a des étapes, peut-être sur des phases de développement, de structuration d'entreprise, des plafonds de verre? Ça a été évoqué tout à l'heure sur dès qu'il faut développer la boîte. Est-ce que c'est lié un peu à une problématique d'ambition? On a vu que Fabienne l'a très, très justement rappelé, il y a des logiques aussi, c'est des projets entrepreneuriaux, tout le monde n'a pas volonté de créer une multinationale. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, Emma peut-être, Grégory également, sur justement ces différentes étapes? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont plus cruciales, plus critiques pour les femmes que pour les hommes ou non? C'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est en fait les questions de développement et notamment de changement d'échelle d'une structure, ça nécessite en fait potentiellement là où les femmes peuvent avoir vraiment des billes et on le voit en un autre programme qui s'appelle l'accélérateur des entreprises inclusives qu'on fait avec la région Île-de-France où dans notre dernière promo on a quasi parité voire un petit peu plus d'entrepreneuses. Ou de dirigeantes. Et en fait, déjà, on voit qu'il y a des profils qui sont assez intéressants parce que à ce stade-là, c'est pas forcément la même chose d'être l'entrepreneur et d'être le dirigeant. Et donc, l'entrepreneur a ce côté starter, en fait. Je démarre. Et parfois, c'est des profils, on le voit assez régulièrement. Une fois que ça tourne, une fois que c'est lancé, ils vont faire autre chose. Et ils vont recruter un directeur général ou une directrice générale. Et c'est assez intéressant parce que je pense que cette phase qu'on peut avoir de structuration, notamment en termes de management, de recrutement, d'élaboration d'une culture forte, je pense que là, il y a, on va dire, dans les conditionnements sociaux qu'on peut avoir, les femmes peuvent avoir des soft skills qui les aident à faire ce genre de passage-là.
Et je pense que sur ce moment-là, où on a besoin de gens assez opérationnels, qui vont pas forcément être dans la vision, la disruption ou un nouveau concept, mais vraiment dans je consolide et je consolide l'existant pour le rendre pérenne. Il y a des choses qui peuvent être vraiment très très valorisantes pour des carrières féminines qui sont pas forcément de l'entrepreneuriat. Et après, je dirais le frein principal à tout niveau, à tout moment, de notre point de vue, pour les entrepreneuses, c'est sans doute la question du réseau. C'est-à-dire que cette capacité à se dire, en fait, je peux faire du réseau, et je peux aller voir les gens et demander des choses. Et c'est pas incorrect, en fait, parce que souvent, il y a ce côté, dans la culture, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui vont se dire, bah non, j'ai un problème, je règle toute seule, en bonne élève. Et cette capacité à dire, non, j'ai un problème, je vais demander, je vais faire du réseau, je vais apprendre à poser des questions, sortir et dire à des gens, j'ai besoin d'aide et cultiver ce réseau-là, de façon intéressée dans le bon sens du terme. Ça, c'est super important, je pense, dans la bascule culturelle qu'on doit faire à tout niveau de développement des entreprises par des femmes. Merci beaucoup, Emma. Hélène? Ouais, je veux juste intervenir sur justement cette histoire de changement, de passage à l'échelle. Il y a sur la dynamique de croissance, mais même sur la création, il y a un vrai frein qui a été observé. C'est sur la levée de fonds, sur la partie invest. Parce que là, pour le coup, le plafond de verre, il est fort pour les femmes. Et il a notamment été identifié qu'il était fort parce que les équipes en charge d'octroyer ces investissements et les comités d'engagement sont essentiellement masculins. Et ça a été fortement identifié. Et là-dessus, il doit y avoir un effort de fait donc dans les fonds d'investissement pour mixer les équipes en charge de ces sujets. D'accord. Super, merci beaucoup. Si je peux faire un tout petit... Je rebondis très rapidement sur ça. Il y a un sujet aussi sur ça qui est... Il y a des biais, mais il y a aussi, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est pas forcément les mêmes projets qui sortent, parce que c'est pas les mêmes sensibilités, c'est pas les mêmes besoins qui sont identifiés. Et en fait, acculturer des équipes d'investissement au fait que certains projets peuvent être différents de leurs préoccupations parce qu'ils viennent pas du même milieu social ou qui sont des hommes et que c'est des projets portés par des femmes pour des femmes. Ça, c'est super important et ça fait partie des blocages. Ouais. Il y a un autre point qui a pas du tout été abordé. Désolée, une heure, c'est pas suffisant, Ahmed. Le sujet, il est trop important. Mais il y a un sujet qui n'a pas du tout été abordé aussi, c'est la sensibilisation en amont sur les filières dans lesquelles les femmes vont faire leurs études ou vont aller travailler. Et notamment tout ce qui est filière scientifique, technologique. En fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de femmes par choix au départ, qui fait que après sur la création d'entreprise et donc le type d'entreprise portée et le type d'entreprise qui va pouvoir avoir des développements plus forts, en fait, on a des freins qui sont très très éloignés de la création et qui sont au niveau de l'appétence de la filière. Donc c'est vraiment la question culturelle. Ouais. Finalement, comme à un moment il y a des cadres sociaux, on est dans une logique de reproduction. Ce que vous dites là, Emma, tout à l'heure aussi, ça faisait écho à une table ronde qu'on avait réalisée. C'est que le CPA avait réalisé sur les diasporas, l'entrepreneuriat des diasporas, et qui évoquait exactement la même problématique que tu as souligné toi ainsi qu'Hélène, à savoir le fait que les comités d'engagement n'étaient pas sensibilisés à certains business. En fait. Donc il y a vraiment une problématique de culture, des biais cognitifs qui faisaient qu'ils n'étaient pas sensibilisés finalement au potentiel de certains marchés, etc. Donc du coup, étaient excluants. Il y a autre chose que vous avez évoqué plusieurs fois, je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'au-delà de l'accompagnement professionnel et structuré justement par les experts, il y a l'accompagnement par les pairs entrepreneurs. Et du coup, il y a un vrai sujet justement de développer du réseau. Fabienne, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, à savoir, et c'est très vrai, hein, le business, ça se fait aussi beaucoup dans des conditions et dans des contextes et dans des informels. Et donc, il y a vraiment l'enjeu à développer ces éléments-là. Il y a d'autres questions. Grégory, il y a une question qui s'adresse à toi. Donc, 2/3 des femmes qui créent leur entreprise gagnent moins de 1 500 €. Je ne sais pas si c'est une question, on interroge là-dessus, je crois. En fait, la question, c'est peut-être, est-ce que la création signifie précarité?
peut-être. Alors, non, la création, c'est fini par précarité, c'est simplement après les curseurs qu'il faut mettre au départ. Et on en a parlé tous ensemble depuis le début sur la notion d'ambition ou de précaution, en fait. C'est là où il faut vraiment arriver à changer ça. Mais juste, il y a quelque chose qui est important aussi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui sortent, il y a des chiffres qui sortent qui montrent effectivement que les projets menés par les femmes sont plus viables et plus solides financièrement que, d'ailleurs, plus il y aurait de projets montés par les femmes, il y aura un taux de croissance au niveau de la CDE qui serait de 0,4%. Et je pense que c'est toutes ces données-là qu'il faut arriver à sortir et à montrer de plus en plus pour changer les mentalités et adapter aussi par rapport aux projets des femmes. Et effectivement, c'est ce que disait aussi Emma tout à l'heure. Les projets des femmes ne sont pas les mêmes que les projets des hommes. On va aller beaucoup plus sur de l'économie circulaire, on va aller beaucoup plus sur de l'ESS, sur du service à la personne, et ainsi de suite. Et il faut les personnes en face, effectivement, comme le disait aussi Hélène, sur les comités d'engagement, qui soient capables d'écouter ça et de comprendre aussi ça. Et il y a, alors, on voit Raise, on voit beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Ça bouge, mais il faut encore aller plus loin là-dessus pour que on puisse aussi donner les moyens financiers. Et je pense que ça revient au financement, ça revient au réseau aussi, les personnes qui restent trop toutes seules. Et on voit les réseaux qui sont en train de se constituer, des soutiens à des mentors. Voilà, c'est ce qui permet d'ouvrir un peu les portes et le champ des possibles, en fait. Finalement, ça me fait penser en introduction, j'ai évoqué que les femmes étaient sans doute plus prudentes que les hommes, ce qui parfois est identifié comme un défaut justement pour faire une levée de financement, etc. C'est en réalité, quand je vous écoute, on peut retourner le stigmate et y voir là une qualité en fait. Parce que tout à l'heure, justement, Emma évoquait effectivement, au départ, lancement de la boîte, il y a besoin de cette audace, etc. Mais on a besoin pour consolider la boîte et justement être dans une logique de pérennité, justement, cette prudence qui est autant d'atouts et de vision pour mettre l'entreprise hors risque et l'inscrire dans un chemin de pérennité. Là-dessus, peut-être, Ahmed, bon, nous, on est sur une typologie de public et de créateurs et créatrices particuliers, puisqu'on a effectivement des publics qui n'ont pas accès au prêt bancaire, on regarde leur situation sociale essentiellement. Ce qu'on remarque effectivement, parce qu'on promeut, hein, c'est le droit à l'initiative sécurisé, mais le droit à l'initiative aussi, ça c'est important effectivement, et on l'a dit tout à l'heure, trop souvent les femmes attendent que tout soit bouclé avant de passer et on voit bien qu'il faut passer ce pas-là aussi d'audace, de manière sécurisée. On remarque de plus en plus des parcours hybrides, portés plus par les femmes que par les hommes, a fortiori. Ce que j'entends par là, c'est des parcours de femmes qui se lancent dans la création, veulent se lancer dans la création, tout en gardant parallèlement un complément de revenus salariés, à temps partiel, en CDD ou en intérim, etc. C'est une façon de sécuriser aussi le projet, et pour un certain nombre de publics, et c'est vrai que c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Alors, je ne sais pas d'études là, mais de manière intuitive, dans ce qu'on voit dans nos agences, des jeunes qui, en même temps, ont des parcours plus agiles, peut-être moins, dans des durées, peut-être, ils projettent moins dans des carrières professionnelles, mais qui sont effectivement dans des parcours mixtes, qui sont très peu, du coup, appréhendés par les réseaux classiques, enfin, financiers, parce que c'est difficile d'évaluer un projet qui dégage effectivement un revenu secondaire, mais qui sera en complément d'un revenu salarié. Voilà. Et donc, effectivement, il faut aussi prendre en compte ces parcours hybrides. Ils seront de plus en plus nombreux, ce qu'on appelle les slashers, dans un jargon un peu effectivement, qui sont entrepreneurs et en même temps salariés. Il faut aussi donner le droit à l'initiative pour ces publics-là. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on est de moins en moins dans des parcours linéaires et dans cette logique justement inclusive. Il faut justement créer les conditions d'accueillir ces trajectoires pour la richesse des expériences qu'elles collectent et justement des expertises qu'elles peuvent apporter pour la réussite d'une entreprise. Là, il va nous rester quelques minutes, 5 pour être précis. Est-ce que chacune, vous pourriez donner des tips extrêmement concrets pour justement, là, je vois, je lis, il y a plein d'entrepreneurs, hommes et femmes d'ailleurs qui nous suivent. Si vous pouvez leur donner des conseils, des tips, justement pour réussir, se rapprocher des réseaux, etc., etc. Grégory, peut-être. La première chose, c'est d'oser, en fait. Voilà, c'est vraiment oser entreprendre.
C'est la première des choses parce qu'en fait, les compétences, elles sont là. On ne va pas tout maîtriser au départ. Il faut pas, d'ailleurs, faut pas tout maîtriser parce que ce n'est pas possible. En fait, si on attend de tout maîtriser, ça ne marchera pas. Mais c'est de se lancer et c'est rebondir à chaque fois. C'est effectivement se réunir avec des personnes à côté pour bénéficier de l'expérience, de conseils ou aussi parfois d'échecs. Et voilà. Et c'est de rien lâcher en fait. Si on croit en son projet, il faut y aller, il faut oser. Merci. Donc, oser, faire preuve d'audace, s'entourer de ceux qui vont vous aider à réussir à consolider la confiance en vous. Et croire en soi. Et croire en soi. Merci. Emma? Ouais, je pense que tout est dit. Moi, je voudrais peut-être illustrer ça par une petite anecdote, parce qu'en plus, ça rejoint un peu sur ce que Fabienne disait tout à l'heure, sur le côté un peu, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Et c'est pas que un parcours du combattant, l'entrepreneuriat. Et nous, on a une entrepreneuse en Martinique qu'on a formée en décembre 2019. C'était incroyable parce qu'en fait, elle est venue, elle était salariée et donc elle a pris des jours de congé pour faire la formation. Et en fait, elle est revenue le deuxième ou le troisième jour de la formation en nous disant c'est incroyable ce qui se passe. Mon patron m'a vu passer à la télé faire une formation HEC. Et du coup, il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu restes? Je t'augmente, je te donne une voiture de fonction et tu arrêtes ton projet, s'il te plaît. Et du coup, on l'a accompagnée sur comment on négocie ce genre de choses. Et elle a finalement négocié l'augmentation, pas la voiture de fonction, mais de pouvoir continuer à travailler sur son projet encore, à continuer. Et c'était vraiment un peu cette vision de, en fait, oui, quand on est une femme, on peut aussi avoir cet effet de on avance, on est ambitieuse, et puis parfois, c'est pas si difficile. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir confiance en soi, oser. Et nous, ce qu'on aime bien dire de façon très pratico-pratique, c'est que quand on dit oser, c'est savoir demander. C'est-à-dire savoir dire j'aimerais ça, est-ce que je peux l'avoir et poser des questions aux gens, aller voir les gens pour leur demander de l'aide. Et de l'autre côté, savoir dire non. Parce que quand on est une femme, en général, on est sursollicité par plein de gens qui savent très bien qu'on peut rendre service, qu'on peut aider, qu'on est une maman, qu'on est une épouse. Et il faut savoir dire non et savoir se ménager du temps. Et donc ça, c'est, je dirais, le deuxième point super important, c'est que c'est pas la même chose de faire un projet d'entrepreneuriat à 40 heures par semaine et à 5 heures par semaine. Ce sera jamais la même chose. Et donc, si on veut passer à l'action et faire des choses qui soient cohérentes entre ce que je veux comme objectif de chiffre d'affaires et ce que j'ai comme temps, sur le papier, en fait, des ressources en face d'une ambition. Et potentiellement, changer dans la vie. Mais c'est important d'être réaliste. Merci beaucoup, Emma. Donc, penser à soi, finalement. Penser à soi et se donner les moyens de son ambition. Hélène? Moi, ce que je veux dire, c'est que l'offre, elle existe aujourd'hui. Elle existe. Les réseaux d'accompagnement sont là, donc c'est extrêmement important. Et après, oui, il va falloir peut-être plus de persévérance. Donc ça, c'était un mot que je voulais souligner pour les femmes, parce que c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Il y a des obstacles à passer. Il faut du courage, mais les femmes sont courageuses, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je confirme. Fabienne, et peut-être, si tu peux, je me permets, si tu dis ce que tu veux, mais si tu peux nous parler du financement, parce que je vois que Sophie dit qu'on insiste beaucoup sur le psychologique, mais il faut aussi le financement. Oui, financement indispensable pour lancer l'entreprise et la développer. Donc, il y a plein de réseaux, hein, Hélène le disait, qui sont là pour vous aider à créer et à être financés. Donc, à l'ADI, on aide effectivement beaucoup de femmes qui veulent démarrer leur activité ou qui ont déjà démarré, qui veulent la développer ou la pérenniser, beaucoup en ce moment, et qui n'ont pas accès au prêt bancaire pour X raisons. Venez voir l'ADI, on peut vous aider jusqu'à 10 000 €. Ça permet, dans un grand nombre de cas, de réétoffer votre trésorerie, de réinvestir et de poursuivre l'activité indépendante. Ça, c'est important. Vous avez le droit, le financement, il est un outil essentiel pour pérenniser l'activité. Et puis, il me reste 30 secondes peut-être. J'ai vu dans les questions, il y avait des questions sur les réseaux. Moi, j'en conseillerais, il y en a plein, et puis Grégory en fait partie d'un, mais je citerai Bouge ta boîte et puis Femmes des territoires, qui sont aussi des super réseaux. Enfin, allez-y, quoi. Les réseaux sont là pour vous. Ça fait du bien. Il y a plein de bonnes idées, des bonnes astuces, des appuis à aller chercher. Donc, n'hésitez pas à aller pratiquer ces réseaux-là. Il faut prenez votre place. Prenez votre place, les femmes. On est là pour vous recevoir et être bien et vous accueillir de la meilleure des façons.
Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie tous et toutes pour vos interventions. Moi, j'ai appris plein de choses. Vous m'avez sensibilisé. Je fais attention à mes biais cognitifs lorsque je rencontrerai des femmes entrepreneurs. Et donc, vraiment, déjà pour moi, ça a été vraiment très riche. Je remercie aussi l'ensemble des participants et je vous invite pour le jeudi prochain pour un autre webinaire sur la question de l'entrepreneuriat à impact. C'est des sujets aussi qui se rejoignent. Tout à l'heure, j'ai lu que les femmes étaient aussi très sensibles à l'action, à l'impact, à la transformation que leur business pouvait avoir sur la société et autour d'elle. Donc, encore une fois, merci et je vous dis affaire à suivre. Au revoir. Au revoir.